La Pommière. Chapitre 1. Doline ne songeait à rien. Elle pelait des pommes de terre pour le souper de Monsieur Virgile, tout en écoutant vaguement le ronron de la chatte et en regardant le carré de lumière dessiné sur les dalles s'évanouir peu à peu. Ligne à ligne, il diminue, se rétrécit, se retire vers la muraille comme pour y chercher un refuge et semble essayer de l'escalader. Mais ce dernier effort épuise le pauvre rayon qui pâlit et s'éteint entièrement. Doline pousse un léger soupir. Non qu'elle soit sentimentale, mais c'est que son souper est en retard. Et Monsieur Virgile aime l'exactitude. Doline l'aime aussi. Elle a été formée à cette vertu cardinale des ménagères par feu Madame Virgile, qui lui en a donné l'exemple pendant 19 ans. 19 ans. Doline pousse un nouveau soupir, un peu plus accentué que le premier. Il y avait 6 ans que Madame était morte. 19 ans et 6, cela fait 25. 25 et 20 font 45, l'âge de Doline, qui était une jeune fille de 20 ans quand elle entra au service de feu Madame Virgile. Ah, oui, quand on y pense. Mais Doline préférait de beaucoup ne pas y penser. Elle se remit à écouter le ronron de la chatte. Ah, Doline, Doline, tandis que vous mijotez doucement dans la calme tiédeur de votre petite cuisine où les casseroles, la dame Jeanne, la farinière, le moulin à café, gardent les mêmes positions respectives depuis 25 ans. Tandis que la chatte grise, qui est l'arrière-petite-fille de la grosse Minette par laquelle vous fûtes accueillis à votre première entrée dans cette même cuisine, se caresse à votre jupe et vous fait accroire que c'est vous qu'elle caresse. Tandis que vous pelez des pommes de terre avec ce petit couteau pointu que vous donna autrefois un aimable colporteur, et dont la lame et le manche ont été plusieurs fois remplacés, bien que vous vous plaisiez à voir toujours là le même couteau, tandis que vous ne pensez à rien, ce qui est votre manière favorite de réfléchir, Doline, votre destinée s'approche. Elle s'approche, votre destinée. Elle s'avance sur le gravier du chemin. Elle est près de la pompe. Elle passe devant la fenêtre de la cuisine, s'arrête sur le seuil. Elle ouvre la porte et prononce 2 mots qui vont bouleverser votre existence. Et combien d'existences avec la vôtre? Car de ricochet en ricochet, de remous en remous, qui dira, Doline, où s'arrêteront les conséquences de ces 2 mots? Monsieur Virgile, votre maître, en subira le contre-coup. Vos 2 neveux et vos 3 nièces en seront vexés et scandalisés. Le voisin Jean-Émile Perret se dira « Tiens, il paraît donc qu'à tout âge ». Et le résultat de ces réflexions modifiera profondément le sort de mademoiselle Emma Prunelle, qui a vu comme vous, Doline, 45 mois de mai. Qui dira où s'arrêtent les ondulations rapides d'une eau dans laquelle on a jeté une pierre? Doline, votre destinée vient donc d'ouvrir la porte, et elle entre dans votre cuisine sous la forme d'un homme encore jeune, 35 ans environ, qui tient à la main un sac de voyage et vous dit poliment, d'une belle voix de baryton, « Bonjour, madame ». Doline n'était pas accoutumée à voir des étrangers, et elle perdait facilement la tête. Si, toutefois, disait Monsieur Virgile avec bonhomie, on peut perdre ce qu'on n'a pas. Elle se leva toute troublée et laissa tomber sur le carreau les pelures de pommes de terre soigneusement recueillies dans son tablier. « Bonjour, madame », répéta le voyageur.
Je suis demoiselle, fit-elle toujours plus troublée et en baissant les yeux. Le voyageur eut la mine d'un homme qui sourit en dedans. Ses yeux brillèrent d'un éclat de malice qui dura une seconde, rien qu'une seconde. « Ah, vous êtes demoiselle, mille pardons. Bonjour, mademoiselle. C'est bien ici la Pommière, n'est-ce pas ?»« Mais oui, » répondit Doline, comme si elle n'en était pas trop certaine. « Et c'est ici que demeure monsieur Virgile Robert ?»« Oui, mais il est sorti. »« Il ne vous a pas dit qu'il attendait quelqu'un ?»« Si, monsieur Virgile a engagé un... » Elle s'interrompit. Étant fort discrète, elle ne racontait pas les affaires de son maître au premier venu. « Un ouvrier sertisseur, acheva l'étranger. C'est moi, je suis Hector Pointu. Je devais n'arriver que demain, mais les divers arrangements que j'avais à prendre ont été terminés plus tôt que je ne pensais. J'espère que je ne vous dérange pas, madame. Pardon, mademoiselle. Pas du tout, votre chambre est prête. Voulez-vous monter ? Doline, en même temps, ouvrait toute grande la porte du fond de la cuisine. Je suis très bien ici. Avec votre permission, je préférerais y rester. Vous n'avez pas d'idée à quel point je suis sociable, fit M. Hector Pointu en tirant à lui un tabouret sur lequel il s'assit carrément, plaçant entre ses jambes son sac de voyage. Doline n'osa rien objecter, mais elle jeta un coup d'œil de détresse sur ses pommes de terre. Le moment était venu de les mettre dans la poêle à frire, et elle était sûre de les laisser brûler si ce jeune homme la troublait en essayant de la faire causer. Ce jeune homme n'avait rien de très jeune dans la physionomie, malgré ses joues lisses et son air dégagé. Un petit éventail de rides au coin des yeux, un pli mou et fatigué au coin des lèvres, quelque chose de sec et de trop avisé dans le regard de ses yeux gris, certaines notes gouailleuses dans la voix annonçaient un esprit fort déniaisé, qui avait vite perdu dans les escarmouches de la vie son léger bagage de candeur primitive. L'air intelligent du reste, et point trop vulgaire, malgré une cravate bleue sillonnée de lignes jaunes, qui ressemblait à des éclairs, et à une épingle représentant une tête de phoque en gupercha. Les manières de M. Hector Pointu étaient pleines d'une désinvolture qui savait s'arrêter juste à la limite où elle serait devenue offensante, et d'un certain brio qu'on pouvait prendre, si l'on n'était pas trop exigeant, pour de la bonne humeur et de la cordialité. « Votre cuisine est charmante. Je vous en fais mon compliment, » dit-il au bout de quelques minutes. Doline, interloquée, se demanda s'il raillait. Sa cuisine était propre et bien tenue, elle le savait, mais charmante. Il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'une cuisine pût être charmante. La chambre d'en haut, celle qu'on appelait la chambre rangée, à la bonne heure, elle méritait tous les adjectifs élogieux qu'on voudrait bien lui décerner. Si ce monsieur trouvait la cuisine charmante, qu'aurait-il dit des rideaux brodés, du tapis rouge sur la table ronde, des paniers de perles vert et or suspendus dans les deux embrasures, de la commode à dessus de marbre, surmontée d'un grand vase en verre de bohême. « Pensez-vous que M. Robert tardera à rentrer ?» reprit le nouveau venu. « Il sera là dans 10 minutes. Et moi, je n'ai pas encore commencé à mettre le couvert, » s'écria Doline avec agitation. « Il fait une promenade ? Il est allé en ville porter son ouvrage comme tous les soirs. »« J'imagine, » dit Hector Pointu en croisant les jambes, « qu'on a des habitudes très régulières dans cette maison. Ça m'ira tout à fait, par manière de changement. Ah, la tranquillité, le calme, la nature, etc. Combien y a-t-il d'ici à la ville ? 1/2 heure. Et d'ici au souper ? Excusez un pauvre voyageur, mademoiselle, mais l'air vif de vos montagnes... » Doline rougit jusque sous ses lourds bandeaux blancs, car, à 45 ans, conservée dans la placidité de son existence, comme une belle pomme dans la fraîcheur du cellier, Doline savait encore rougir. «
Désirez-vous prendre quelque chose pour vous rafraîchir » dit-elle toute confuse d'avoir manqué aux devoirs les plus élémentaires de l'hospitalité. « Oh, je ne voudrais pour rien au monde vous donner cette peine, » répondit-il nonchalamment. Il ne l'en laissa pas moins descendre en courant à la cave, d'où elle revint tout essoufflée, apportant une bouteille de bière qu'elle plaça devant lui avec un verre et le pain dans sa corbeille de fin osier. « Merci, merci, » dit-il en approchant son tabouret de la table. « Ne vous occupez pas de moi, mademoiselle. Ayez plutôt l'œil à nos pommes de terre qui vont brûler. Vous entendez, poursuivit-il en débouchant la bouteille, que je dis nos pommes de terre. Je me considère déjà comme étant de la maison. » Miséricorde, pensait Deline, il ne déparle pas. Je ne sais plus où j'en suis. Qu'ai-je fait des fourchettes? Je les tenais tout à l'heure. Dieu merci, voici monsieur Virgile qui rentre. Il se chargera de la conversation. Le patron? Fit Hector en regardant Deline d'un air interrogateur quand la porte s'ouvrit. En même temps, il se leva, et avec une aisance devenue tout à coup moins familière d'un degré, il expliqua qu'il était Hector Pointu, sertisseur, et qu'il s'était permis de devancer d'un jour celui qu'il avait fixé pour son arrivée. « Très bien, répondit M. Virgile d'un ton bienveillant. « Il n'est jamais trop tôt pour faire bonne connaissance. Le souper est-il prêt, Deline ? » ?»« Pas encore ? Eh bien, nous allons vous laisser le champ libre. Vous plairait-il de faire un tour du jardin, monsieur Pointu ? » ?»« Mais certainement, pourquoi pas ? » répondit celui-ci en mettant la bouteille sous son bras. Le ton du « pourquoi pas » était un peu trop condescendant. Hector le sentit aussitôt, car il avait un sentiment très juste des nuances et de leur appréciation. « Ah ça !» se dit-il, « pas de bêtises. De la tenue, mon garçon, du respect pour les puissances. Il est vrai que le patron a l'air bonhomme. » Monsieur Virgile était un homme d'une 50aine d'années, grand, maigre, un peu voûté, un peu chauve. L'expression dominante de sa personne était celle d'une débonnairité digne et calme, sans rien de flasque ni de doucereux. On lisait la bonté dans ses yeux bleus, sur son front tranquille. Ses cheveux mêmes, lisses, soyeux, d'une nuance argentée, et qui bouclaient derrière l'oreille, avaient l'air bienveillant. Une petite mèche rebelle, qui n'avait jamais voulu se laisser brosser avec les autres, s'écartait un peu de la tête par derrière et ressemblait vaguement à l'aigrette renversée d'un vanneau, ajoutant ainsi à la silhouette de M. Virgile quelque chose de naïf, d'aimable et de comique tout à la fois. Puisque nous avons tous, à ce qu'on assure, notre prototype dans quelque animal, mieux vaut ressembler à un vanneau qu'à un dogue ou à un renard. M. Virgile et son nouvel ouvrier, ayant tourné l'angle de la maison, s'assirent sur un banc rustique un peu éloigné de la muraille à cause de l'espalier qui y grimpait. Hector Pointu posa à côté de lui sa bouteille et son verre. M. Virgile, penché en avant, les mains jointes autour de son genou, regarda son jardin avec satisfaction. « Vous arrivez ici juste à temps pour voir le printemps dans tout son beau, » dit-il. « Notre climat est rude, et la végétation est toujours un peu en retard. Mais il faut voir comme elle rattrape le temps perdu quand elle s'y met. La verdure éclate tout à coup. Dans 4 jours, si nous avons alternativement un peu de pluie et un peu de soleil, toutes les feuilles seront sorties. Mais je ne suis pas impatient, car j'aime les bourgeons. Avez-vous jamais étudié les bourgeons, monsieur Pointu ? Si vous m'appeliez Hector, monsieur Robert, je vous avouerai que je n'ai pas un faible prononcé pour mon nom de famille. Comme vous voudrez. Je disais donc que les bourgeons m'intéressent. Tenez, cet alisier, par exemple, là, au coin de la haie. Oui, parfaitement. Très joli, répondit Hector, qui n'aurait pas distingué un alisier d'un baobab, et qui se versa un 3e verre de bière en ajoutant « À la santé de vos arbres, patron !» Monsieur Virgile se leva et se mit, les mains derrière le dos, à se promener lentement le long de l'allée,
sans détourner les yeux de l'alisier que sa femme avait planté autrefois, et qui était maintenant un bel arbre élancé, au tronc gris, aux branches capricieuses. La sève printanière donnait à leur écorce une teinte rouge foncé, que les bourgeons d'un blanc d'argent pointillaient de 1000 petites étincelles. On aurait dit que chaque branchette était un petit cierge de cire rouge, au bout duquel voltigeait une petite flamme brillante. « Que c'est charmant, mon Dieu, chaque année plus charmant !» pensait M. Virgile. « Allons voir un peu ce que font les ormes. » Les ormes faisaient leur possible, comme il l'avait dit, pour rattraper le temps perdu. Ils étaient couverts de leurs fleurs d'un vert métallique, dont les drôles de petites écailles, disposées en rosette, se serrent les unes contre les autres et entourent l'extrémité de chaque branche d'une manchette touffue. Déjà quelques feuilles tendres et timides se hasardaient à sortir au bout des rameaux les mieux exposés. Décidément, l'alisier était en retard, mais on ne pouvait lui en vouloir de garder le plus longtemps possible ses jolis bourgeons de soie et d'argent. Le platane robuste qui ombrageait l'extrémité du jardin laissait pendre ses grappes nombreuses de fins pistils qui prennent à peine le temps de s'habiller d'une corolle, tant ils sont pressés de voir le soleil. La haie d'épines verdoyait, les groseilliers avaient déjà des fleurs. « Regardez ceci de près, et dites-moi si ce n'est pas joli, » fit M. Virgile en revenant auprès d'Hector. Il lui mit dans la main un rameau de groseillier fleuri. « Tiens, c'est vrai, ce n'est pas mal, » dit Hector en examinant cette grappe de petites cloches si délicatement découpée, doublée d'un velours si doux, dont la teinte était déjà celle de la groseille mûre. « Et qu'est-ce que ça donnera, ces petites fleurs ?»« Des confitures, » répondit M. Virgile, s'apercevant qu'il ne devait pas chercher dans son compagnon un écho à ses enthousiasmes. Hector se leva à son tour et se dirigea vers le fond du jardin, pour avoir une vue d'ensemble de la maison, disait-il. « Pourquoi l'appelle-t-on la pommière ? Ce nom me plaît, sans que je sache au juste ce qu'il signifie. Il fait penser à de beaux fruits qui sentent bon et qu'on conserve l'hiver dans des armoires bien sèches. Quand j'étais petit, ma mère gardait des pommes dans la chambre du Nord, où l'on me mettait en punition. Je suis tombé ici, dans un milieu où doivent fleurir les vertus de famille, se disait Hector. Si j'ai encore dans mes effets quelques souvenirs d'enfance, le moment est venu de les déballer. « Une pommière, » répondit M. Virgile, « est un pommier en espalier. La mienne, que je vous montrerai tout à l'heure, fut plantée il y a bien des années par un des précédents propriétaires de cette maison, à une époque où l'on n'imaginait pas que des arbres fruitiers puissent supporter un climat aussi rude. On cria au miracle quand cette pommière, la seule du pays, eut des pommes. Elle devint célèbre et donna son nom à la propriété. On venait de loin la voir quand on la savait en fleurs. On surveillait la croissance des fruits, on inscrivait dans l'almanach la date de leur maturité pour la comparer à celle de l'année précédente. Quelques personnes suivirent l'exemple du novateur et plantèrent des pommiers, des cerisiers, des pruniers. Mais ces tentatives furent loin de réussir toujours. L'exposition de la première pommière était exceptionnellement favorable. Le soleil donne en plein sur l'espalier. L'angle de la maison l'abrite contre la bise. Quant aux gelées blanches, il est facile de les prévoir et d'en empêcher les fâcheux effets. Tenez, ce tronc-là, à gauche, avec cette grosse branche fourchue qui en sort au premier nœud. C'est la souche originale. J'y ai ajouté 2 autres plants que j'ai greffés moi-même. » Hector regardait la petite maison grise, propre et modeste avec sa large façade basse, son églantier grimpant, son vaste toit à peine incliné, ses fenêtres à rideaux blancs, et le petit verger, la barrière, le coin de pré, tout égayé par le sourire des primes verts, la route, au loin, qui descendait vers la ville, les 3 ou 4 maisons du hameau voisin, groupées sous les frênes, et ressemblant, toutes blanches et grises, à un vol de pigeons qui se serait abattu dans la verdure.
Y a-t-il longtemps que vous habitez cette jolie demeure ?» demanda Hector, saisi tout à coup d'une sorte de mélancolie champêtre, qui était bien le dernier sentiment dont il se fût cru capable. « On doit vivre heureux ici. J'espère que vous n'aurez aucune raison de changer d'avis. Pour moi, j'ai passé de belles années à la Pommière. Cette propriété appartenait aux parents de ma femme. Je m'y suis établi en me mariant. Je n'étais pas très robuste. L'air de la campagne me convenait, et puis j'avais toujours rêvé de planter des arbres. Ah, si j'avais deviné que l'arboriculture pouvait être une vocation. Mais, quand j'étais jeune, un père dépensait fort peu d'imagination pour trouver un métier à son fils. L'horlogerie étant prospère, tous les enfants devenaient horlogers. Cela ne se discutait même pas. Mon père était un habile sertisseur. Il m'enseignait à lui-même sa partie. Du reste, de quoi me plaindrais-je? Les sertissages m'ont fait vivre et ne m'ont pas empêché de planter des arbres. « De quoi vous plaindriez-vous, en effet ?» murmura Hector en reprenant sa marche dans l'allée soigneusement entretenue. Il songeait aux ateliers encombrés, à l'air trop chaud, constamment fouetté par la vibration sifflante des machines, aux lampes fumeuses, à cette âcre odeur du pétrole. Non, c'était l'odeur fraîche des bourgeons qu'il respirait maintenant. Pourquoi donc y mêler d'écœurantes réminiscences? Tout en marchant, il s'était approché de la pommière. « À quand vos fleurs ?» dit M. Virgile à demi-voix, caressant du bout des doigts une branche brune et lisse. « Ah, monsieur Hector, c'est avec la fleur du pommier que mes soucis commencent. Il faut qu'elle se place bien, qu'elle ne sente point le gel, qu'elle noue convenablement, et puis que le petit fruit, gros comme une tête d'épingle, ait sa portion bien mesurée de soleil et de pluie. Il faut que les souris ne soient pas trop audacieuses. Oui, les souris me rongent parfois mes pauvres pommes avant la cueillette. Il m'est arrivé aussi... » Monsieur Virgile s'arrêta. À quoi bon réveiller un fâcheux souvenir et divulguer les vieux péchés d'un prochain qui, depuis lors, s'était sans doute amendé? Car François Corbe, depuis qu'il avait quitté le voisinage, n'avait pas fait parler de lui. On était donc fondé à croire qu'il menait une conduite honnête. Ce François Corbe et sa femme avaient été pendant longtemps une grosse épreuve pour M. Virgile, une écharde dans sa chair, une pierre d'achoppement pour sa patience. C'étaient des voisins indiscrets, empruntant sans cesse et oubliant de rendre tantôt du sel, de la farine, tantôt une nappe, un seau, une corde à lessive. Ils empruntaient aussi des pommes à la pommière, et s'enhardissant chaque automne, firent 2 ans de suite une razzia complète, ne laissant à M. Virgile que les yeux pour pleurer ses chers fruits. Encore, s'il les laissait mûrir, gémissait-il, mais il cueille des pommes vertes qui n'ont pas eu le temps de rougir au soleil. Madame Virgile, qui n'avait pas la mansuétude de son mari, parlait de déposer une plainte. Grâce à plusieurs indices, l'identité des voleurs était indiscutable. Mais M. Virgile, animé d'un esprit de conciliation et de douceur, souhaitait qu'on s'entendît à l'amiable. « Je comprends que mes pommes tentent ces pauvres gens, mais ils devraient y mettre plus de discrétion. Je le leur dirai. » Quelques semaines donc avant le moment où se produisait la disparition annuelle des pommes, M. Virgile alla trouver son voisin. « François, lui dit-il, je viens vous faire une proposition. Laissez mûrir mes pommes, et après la cueillette, nous partagerons. Tant de douzaines pour vous, tant de douzaines pour moi. Cela vous va-t-il » ? « Ma foi, dit François en se grattant l'oreille, il faut que j'en parle à ma femme. » Le lendemain, M. Virgile y retourna. « Eh bien, François, acceptez-vous ma proposition ?»« Ma foi, non. Ma femme dit que nous y perdrions trop. » M. Virgile revint chez lui très rêveur. Sa femme lui déclara que plutôt que de se laisser encore dépouiller, elle ferait elle-même le guet et massacrerait les maraudeurs de sa propre main,
à l'aide d'un vieux pistolet d'arçon. Mais heureusement, pour le repos de leur vie et de leur conscience, les deux époux apprirent quelques jours plus tard qu'un voisin moins tolérant, ayant déposé une plainte contre François Korb pour vol de bois et d'instruments aratoires, le coupable et sa femme venaient de décamper et s'étaient probablement embarqués pour l'Amérique. Si Hector Pointu avait appris cette histoire, elle l'aurait rempli d'une dédaigneuse pitié pour le manque de caractère de son patron. « Vous pensez donc qu'on peut vivre heureux ici ?» reprit M. Virgile, poursuivant le cours de ses pensées. « Eh bien, regardez là-bas, cette petite maison à gauche, au toit gris, 3 grands arbres. Là, voyez-vous, elle était habitée par un certain François Korb et sa femme, qui faisaient bien le plus triste ménage. Des querelles, des dettes. On assure que les hirondelles avaient cessé de nicher sous leur toit. Ils sont partis, et la petite maison est restée à leurs créanciers. Elle cherche acquéreur depuis plusieurs années. On aurait pour rien 5 ou 6 000 francs. Ce gentil logis avec les 3 arbres et un jardin dont le terroir est excellent. Si j'avais un fils, c'est là que je l'établirais. Je planterais un tilleul au coin de la haie et un merisier à l'ombre du tilleul. « Le souper est prêt, monsieur, » dit Doline en paraissant au détour de l'allée. « Ce n'est pas malheureux, » pensa Hector. « Je me sens creux jusqu'au talon. Une petite maison pour 5 ou 6 000 francs. Tout juste ce qu'il me faudrait. Si j'avais 6 000 francs. Or, coïncidence fâcheuse, je ne les ai pas. » Le couvert était mis pour 3 sur la table de la cuisine, ce qui étonna un peu le nouvel hôte. Le café était excellent, les pommes de terre frites à point, le beurre admirable. « Nous goûtons à la vieille mode, » dit M. Virgile en passant à Hector le bol de confiture. « Doline et moi, nous sommes conservateurs à un point qui vous surprendra, vous qui êtes jeune. »« Jeune ? Pas si jeune que ça, » répondit-il vivement. « Je parie que mademoiselle Doline est plus jeune que moi. »« Allons donc, » fit-elle avec son sourire placide, en se levant pour prendre la cafetière sur le foyer. « Savez-vous bien que j'ai... » « Oh, ne me dites pas votre âge. Je sais celui que vous paraissez avoir et cela me suffit. 35 ou 36 ans, ajouta-t-il comme en aparté. Doline tourna les yeux vers son maître d'un air presque consterné. Elle avait l'air de dire « Est-il, grand ciel, possible de laisser ce jeune homme dans une telle erreur ?» Mais M. Virgile se contenta de sourire et elle se tut. Doline avait les impressions lentes. Sa maîtresse, quand elle vivait, avait coutume de dire que si on piquait Doline avec une épingle, elle crierait le lendemain. Il lui fallait du temps pour penser, du temps pour sentir, du temps pour se réjouir ou se fâcher. Il lui était impossible de faire 2 choses à la fois. Elle ne pouvait essuyer une assiette et gronder le chat en même temps. Elle savait bien tricoter en ne pensant à rien, mais non en pensant à autre chose. Comme son ménage, qu'elle tenait dans la perfection, absorbait toutes ses facultés, elle donnait chaque soir à ses mains 1 heure de vacances qu'elle employait à mettre son esprit en mouvement. C'était alors qu'elle se faisait une opinion sur les événements du jour. Ainsi donc, tandis que M. Virgile et son ouvrier, assis en face l'un de l'autre dans la chambre de travail, examinaient des outils tout en causant sertissage, pierres fines, baisse des prix, Doline monta chez elle et se plaça près de la fenêtre, le coude sur la tablette de la croisée, les yeux fixés sur le contour lointain noyé dans le gris du soir, d'une montagne qu'elle n'avait jamais gravie, qui n'avait pas de nom particulier et qu'elle appelait pour son usage la montagne des réflexions. Doline ne réfléchissait bien qu'en regardant cette montagne qui n'était pas une crête, pas même un sommet, mais seulement une pente à la ligne douce et tranquille. Sans se l'expliquer clairement, ce qui eût été difficile, Doline se représentait que ses songeries logeaient là-haut. Impressions tristes ou joyeuses, soucis, perplexités,
longue méditation sur quelque problème domestique, souvenirs, figures disparues, avaient leur demeure sur cette montagne. Si quelqu'un avait affirmé à Doline que les pâturages de la montagne des réflexions ressemblaient à tous les autres pâturages, qu'on y trouvait des gentianes, des troupeaux, des abreuvoirs, que 2 ou 3 beaux bernois y passaient l'été pour gouverner les bêtes, et qu'on y vendait le dimanche de la crème aux promeneurs, elle aurait secoué la tête avec le sourire tranquille qui était son argument favori. Ce soir, il lui fallut plus de temps encore qu'à l'ordinaire pour débrouiller les chevaux de ses impressions. Elle dut mettre sa joue, puis son front, sur sa main, et regarder bien longuement la montagne. Peu à peu, une sensation douce passa dans son être. Elle sourit, ses joues se colorèrent. Elle songeait qu'il était bien agréable de ne paraître que 35 ans lorsqu'on en a 10 de plus. Tout d'abord, elle n'avait trop su qu'en penser. Maintenant, elle découvrait par degrés que cette erreur lui avait fait plaisir. Il était admirable, ce nouveau venu. Il parlait bien. Demain, elle serait tout à fait à l'aise avec lui. Mais quelle drôle d'idée il avait eue, en arrivant, de lui dire « Bonjour, Doline ne put achever sa pensée, tant le coup fut vif. C'était la commotion qu'elle avait dû ressentir 2 heures et demie auparavant, qui arrivait enfin à destination. Dans la vie très monotone et retirée que menait Doline, l'apparition d'un étranger était un événement grave. Plus grave, plus stupéfiant encore et plus gros de conséquences, le fait d'être appelée Madame, quand tout le pays savait qu'elle était célibataire. Madame, mais c'était là une notion nouvelle, de nouveaux aperçus, quelque chose comme une révélation. Madame, et pourquoi pas, au fait? Comment n'y avait-elle jamais songé? Si, au lieu d'être restée mademoiselle Doline Berg, elle était maintenant Madame. Madame qui? Mais cette région des possibilités était trop vertigineuse pour qu'on osât s'y aventurer. Doline en eut comme un éblouissement et un choc. Elle mit sa main devant ses yeux et resta là, immobile. De tout ce qui s'était passé dans les dernières heures de la journée, elle ne savait plus que ce mot, Madame. Il engloutissait tout le reste. On l'avait appelée Madame. Oh, mon Dieu, que de choses cela ne signifiait-il pas? Ah, si le colporteur qui lui avait donné ce petit couteau... Mais il n'était pas revenu, et à vrai dire, elle n'avait jamais pensé à lui. Ce n'était qu'aujourd'hui qu'elle voyait combien tout aurait pu être différent. Lentement, elle se leva et se dirigea vers le petit miroir suspendu au-dessus de sa commode. Après avoir passé la main sur ses bandeaux, elle regarda son image. Puis, gravement, elle se fit un signe de tête en se disant à haute voix « Bonjour, madame !»« Bonjour, madame !» répéta-t-elle pour mieux savourer la jouissance toujours plus vive qu'elle trouvait à ces 2 mots. Elle revint ensuite à sa fenêtre et vit sur la montagne des réflexions comme un brouillard étrange. Que sortirait-il de ce brouillard? Chapitre 2. Le lendemain, M. Virgile, qui se levait à 6 heures, avait déjà déjeuné, fumé un cigare en faisant visite à sa pommière et travaillait à son établi depuis une grande heure, quand Hector Pointu descendit de sa chambre en s'étirant les bras. Il trouva dans la cuisine Doline qui le regardait à peine et lui indiqua d'un geste la cafetière et le pot au lait placés sur le foyer. « Tiens, est-ce que je serais déjà tombé en disgrâce ?» se demanda-t-il sans trop d'alarme, en s'asseyant nonchalamment devant son déjeuner. Impossible de nouer conversation avec Doline ce matin. Elle allait et venait continuellement, coupant par une brusque retraite
les remarques les plus intéressantes de son interlocuteur. Enfin, Hector se leva, alla sur le seuil de la porte respirer une bouffée de grand air, cueillit un brin de pervenche qu'il mâchonna. « Il paraît que je suis en retard, » pensait-il. « Mais n'ayons l'air de rien, la ponctualité est une vertu d'esclave. »« Pas mal, Hector, pas mal. » Là-dessus, il se décida à rentrer. Ouvrant la porte de la chambre de travail, « Déjà à l'ouvrage ?» fit-il avec une agréable nuance d'étonnement. « Bonjour, Hector. J'espère que vous voilà bien reposé du voyage, » dit M. Virgile d'un ton cordial. « Mais oui, j'ai bien dormi. Trop longtemps, à ce qu'il paraît. Chez nous, la journée d'horloger commence à 7 et finit à 7, en été. Cependant, comme nos habitudes matinales vous paraîtront un peu dures, à vous qui êtes un citadin, je ne vous demande pas de les adopter tout d'un coup. Levez-vous chaque matin un quart d'heure plus tôt que la veille et faites un tour du jardin pour vous rafraîchir les idées. Il n'est rien qui dispose mieux à travailler. » Ce patron est un bon zig, se dit Hector en s'asseyant à son établi. Il était lui-même un fort bon ouvrier, comme M. Virgile s'en aperçut bien vite. Ses doigts avaient une merveilleuse diligence et une parfaite sûreté. Ceux de M. Virgile, un peu grossis par les travaux du jardin, étaient loin de posséder la même délicatesse de touche et cette rapidité extrême dans l'exécution. Il faut dire aussi qu'Hector Pointu y mettait de la coquetterie. Il était résolu à étonner le patron. L'entrain avec lequel il prenait et changeait ses burins, les aiguisait, mesurait les dimensions de la pierre à sertir, l'exactitude de son coup d'œil, son tour de main élégant et précis, et une certaine façon de s'y prendre qui semblait simplifier chaque opération, excitèrent bientôt l'honnête admiration de M. Virgile. « Mais vous avez un talent doré, mon garçon » exclama-t-il. « Vous trouvez ? Oui, j'ai de la pâte, » répondit Hector avec modestie. « Il faut bien que chacun ait quelque chose, voyons. Vous avez des arbres, moi j'ai de la pâte. » Et il se remit à faire tourner avec une incroyable vélocité la roue du burin fixe qui ronflait gaiement, tandis que la corde vibrait et que l'angle acéré des burins mordait le métal. Au bout de 2 heures, Hector avait largement regagné le temps perdu. Alors il posa son brunissoir, son microscope, prit sur la table le journal de la veille et se mit tranquillement à en parcourir les colonnes. « J'ai besoin de me détendre de temps en temps, patron. L'usure serait trop rapide sans cela. Voici mon système. Travailler comme un beau diable 4 ou 5 heures par jour, et puis flânoter gentiment. Croyez-vous qu'il vous ira, mon système ? » « Oh non, je ne le crois pas, » répondit M. Virgile. Hector eut l'air surpris. « Dans ce cas, je tâcherai de le modifier. Possible que votre climat me donnera les vertus de la fourmi. Vous avez ici une petite feuille locale qui n'est pas mal rédigée. Vous vous intéressez à la politique ? Moi, ce que je préfère dans mon journal, c'est l'état civil. Ça parle à l'imagination. Et puis la statistique. Vous savez bien, l'autre qui lisait l'état civil pour voir s'il se mariait plus d'hommes que de femmes. » Hector débitait ses phrases avec indolence, ne prenant pas la peine de les lier entre elles, ni d'articuler tous les mots. Une jambe croisée sur l'autre, balançant au bout de son pied sa pantoufle de cuir jaune, il continuait sa lecture, l'entremêlant de commentaires qui faisaient sourire M. Virgile malgré lui. Au bout d'un quart d'heure, « Hector, si vous repreniez votre travail. »« J'allais y songer de moi-même. Chose curieuse, » répondit-il en repliant soigneusement le journal. L'instant d'après, les burins grinçaient sur la pierre à huile et les rubis et les chrysolites s'ajustaient comme par enchantement dans des biseaux irréprochables. « Il fait de ses doigts ce qu'il veut, » dit M. Virgile à Doline le soir de ce jour, un peu avant le souper, comme Hector fumait une cigarette au bout du jardin.
mais il semble incapable de rester assis 3 heures de suite. C'est un beau talent, une belle main. Ce n'est pas un bon ouvrier. Il travaille comme 4 pendant un moment, puis il flâne. Il dit que c'est son système. Doline ne répondit pas tout d'abord. Elle était pensive. « Ah, c'est son système !» répéta-t-elle enfin, se réservant de méditer là-dessus quand l'heure d'y réflexion serait venue. Pour le moment, la compote de rhubarbe qu'elle faisait mijoter dans une reluisante casserole de cuivre suffisait à son activité intellectuelle. Après le souper, Hector annonça son intention de faire un voyage de découverte aux alentours. « Je regrette de ne pouvoir vous servir de guide, » lui dit M. Virgile. « Je dois porter au comptoir l'ouvrage que nous avons fait aujourd'hui et en prendre d'autres pour demain. Je ferai en même temps divers achats pour Doline, qui ne va presque jamais en ville. »« Passerez-vous à la banque ?» demanda Doline à demi-voix, tandis qu'Hector, le dos tourné, appuyé au linteau de la porte ouverte sur le jardin, allumait une nouvelle cigarette. « Non, il est trop tard, la banque sera fermée. »« C'est que j'aurai quelques petites choses à vous remettre, et puis, dites-leur donc que je voudrais bien savoir où en est mon compte courant. »« Parfaitement. J'y songerai demain, si je puis me mettre en route 1 heure plus tôt. »« J'avais aussi idée, » poursuivit Doline en s'asseyant et en croisant les mains pour mieux se recueillir, « j'avais aussi idée de m'acheter une robe, quelque chose de joli, de pas triste. Si vous leur disiez en passant de m'envoyer des échantillons. » Pour Doline, tous les habitants de la ville, fournisseurs, banquiers, ecclésiastiques, sociétés de musique, instituteurs, marguilliers, étaient représentés par des pronoms vagues que M. Virgile appliquait comme il pouvait aux individualités en cause. Il promit donc qu'il leur dirait d'envoyer des échantillons pas tristes, qu'il leur demanderait de venir dans 15 jours passer la cuisine au lait de chaux, et qu'il leur reprocherait vivement la mauvaise qualité du saucisson qu'ils avaient récemment fourni. En même temps, s'il en avait l'occasion, il devait les prier de sonner un peu plus fort la cloche de midi, vu qu'on ne l'entendait plus comme autrefois, ce qui était bien surprenant de la part d'une si grosse cloche. Muni de ces instructions, M. Virgile se mit en route. Hector, muni de ces instructions, M. Virgile se mit en route. Hector prit le chemin bordé d'ormes et de tilleuls qui conduit de la Pommière au hameau le plus voisin. Une canne à la main, son chapeau de paille placé gaillardement derrière la tête, à la canotière, il se retourna avant de perdre de vue la maison, et, apercevant Doline près de la pompe, il lui fit un beau salut. « Aimable créature !» murmura-t-il avec enthousiasme. « Douce et placide ménagère, honneur de ton sexe !» Puis il jeta un coup d'œil ravi sur les prés verts, où les grillons, ces violonistes infatigables, jouaient tous ensemble le même tri acharné. Il regarda les arbres et leur fit un signe d'approbation. La pureté de l'air l'enchanta, et quand il sortit de l'ombre des tilleuls, il s'assit à califourchon sur un mur pour jouir posément des charmes du soir. À ses pieds, une pente semée de pâquerettes glissait doucement vers un petit bois de jeunes arbres, dont les troncs encore minces laissaient apercevoir la blancheur de la route qui les traversait. À droite, le chemin qu'il venait de suivre conduisait son regard vers les ormes de la Pommière, puis l'entraînait jusqu'aux 3 montagnes bleues dont les sommets bornaient l'horizon. Bien que son esprit fût distrait par des considérations intérieures d'une bien autre importance, Hector Pointu ne put s'empêcher de remarquer que ces montagnes avaient une fort belle ligne, sobre, harmonieuse et tranquille, et si parfaite dans sa simplicité qu'on ne pouvait l'imaginer différente. Ce contour était ce qu'il devait être. Cette pente couchée qui se relevait peu à peu, si elle s'était dressée plus brusquement pour gravir une crête plus aiguë,
aurait fait perdre au dessin de l'horizon tout son charme de grâce reposante. Mais non trop molle et langoureuse, car la ligne tombait ensuite, d'un beau mouvement abandonné, dans une gorge profonde, d'où elle s'élançait de nouveau, plus hardie. Chacune de ces courbes avait sa physionomie, comme Hector se l'exprima à lui-même en disant « Ce pays a plus de tournure que je n'aurais cru. J'y pourrais vivre, moyennant pas mal de cigarettes. Allons voir la petite maison. » C'était la première du hameau. Il la reconnut à son toit d'ardoise grise et à ses 3 arbres qui se dressaient à côté d'elle comme des gardes du corps en uniforme vert. Elle était fort exiguë, mais soigneusement réparée. Les volets étaient verts, des pigeons roucoulaient sur la gouttière. Une vigne vierge, dont les feuilles commençaient à montrer leurs pointes vertes sur le réseau des branches entrecroisées, encadrait la porte. Hector trouvait le vert une bien jolie couleur. Il fit le tour de la maison pour voir le jardin dans toute son étendue. Les plates-bandes et les planches du potager n'avaient pas encore été retournées, mais des touffes d'hépatique faisaient de gaies taches lilas sur la terre grise. Il examina les fenêtres, essayant de découvrir si elles fermaient bien. Enfin, il alla s'asseoir à quelque distance, au coin du pré, sur la borne qui marquait la limite du petit domaine. « Hector, mon fils, se dit-il, es-tu bien décidé? Voyons un peu tes raisons. Tu as 35 ans passés et pas un sou d'économie, car, quoique tu possèdes un talent doré, comme ton patron l'a bien voulu reconnaître, tu n'as pas pour le travail cet amour passionné qui conduit à tout, en passant par un livret de caisse d'épargne. Cependant, tu es prévoyant et tu désires assurer ton avenir. Pour cela, il est nécessaire que tu t'adjoignes une personne dotée, elle, des vertus qui aboutissent à la caisse d'épargne. » Le soleil venait de se coucher. Dans le calme qui se fait à cette heure du soir, on entendait, distincts et comme en relief, des bruits qui passaient inaperçus au milieu du jour. Le gros bourdonnement d'un frelon attardé, le frôlement des feuilles, le bonsoir des alouettes, qui ressemble au glouglou de l'eau coulant sur de petits cailloux. Les teintes de l'horizon, tout à l'heure encore chaudes de lumière, devenaient limpides et froides, et s'accentuaient sur un ciel pur comme le cristal. Le cristal, l'eau d'une source, la fraîcheur des fontaines, c'est à cela qu'on pense le soir à la montagne, en baignant ses yeux dans la transparence de l'air. Hector, toujours assis sur sa borne, les 2 mains sur ses genoux, se laissa distraire un instant de la direction pratique qu'il avait donnée à ses méditations. Cependant, il y revint bientôt par le même chemin. Oui, c'est un joli coin de pays, et qui offrirait bien des avantages. La petite maison est gentille. L'air de la campagne, à ce qu'on assure, prolonge l'existence. Et puis, quand je serai lasse de la conversation des arbres, la ville n'est qu'à une demi-heure. Nous pourrions sous-louer l'étage. Il doit y avoir 2 chambres et une cuisine au rez-de-chaussée. C'est plus qu'il n'en faut pour être heureux. Il se leva et se remit en marche, les mains derrière le dos, se fouettant les jarrets du bout de sa canne flexible, comme pour s'exciter à courir plus vite au but. Voyons, cependant, suis-je bien sûr de mon fait? Raisonnons serré. Comment se fait-il qu'elle ait un compte courant à la banque? Les personnes de sa condition, et de la mienne, placent volontiers leurs économies à la caisse d'épargne, qui donne un intérêt plus élevé. Mais au-delà d'une certaine somme, la caisse d'épargne ne reçoit plus. Quelle est cette somme? 4 ou 5 000 francs, je crois. Que ne suis-je plus familière avec les règlements de cette admirable institution? Du reste, je me renseignerai. Voilà donc un point acquis. Mademoiselle Doline possède plus de 4 ou 5 000 francs,
et elle place le surplus à la banque. Ah, mademoiselle Deline, comment avez-vous fait pour devenir capitaliste à la fleur de l'âge? J'y suis, madame Virgile. C'est elle qui avait la fortune. Son mari inconsolable me l'a dit. Madame Virgile lui a fait un legs. Elle nous a fait un legs. Oh, admirable madame Virgile! Dommage que le parti auquel j'aspire ait moins de jeunesse que d'autres avantages. Bah, on ne saurait tout avoir. D'ailleurs, mademoiselle Deline ne manque ni de fraîcheur ni de mots de lait. Et quelle richesse d'expérience dans les choses du ménage! Quelle candeur pour tout le reste! Je suis demoiselle. Il prononça ces mots à demi-voix, avec l'intonation effarouchée, les yeux baissés, de Deline. Quel bonheur pour moi, chère Deline, que vous soyez encore demoiselle. Il s'agit maintenant de mener rondement mon affaire. Chapitre 3. Voici comment il s'y prit pour mener rondement son affaire. Le soir même, en rentrant, il fit avec ostentation plusieurs voyages de la cuisine à la pompe et remplit l'essaye jusqu'au bord. Comme cela, dit-il en un aparté fort et sonore, elle n'aura pas à se fatiguer demain matin à porter de l'eau pour le déjeuner. Puis, quand Deline fut montée dans sa chambre, il s'assura que sa fenêtre était ouverte et se promena juste au-dessous, fumant sa cigarette et poussant de temps à autre des soupirs considérables. Pour plus de clarté, il les entremêlait d'exclamations. « Charmant jardin! Heureux mortel, va! Et moi ?» Soupir prolongé en point d'orgue. « Toujours seul. Si je la croyais sensible au charme de la poésie, pensait-il, je lui déclamerais ici le masque de fer. Seul, toujours seul, par l'âge et la douleur vaincue. Mais elle pourrait croire que ma raison déménage. » Monsieur Virgile interrompit les opérations du siège bien mal à propos, car Hector, pour éveiller un sentiment d'intérêt dans le tendre cœur de Deline, s'était mis à tousser avec expression. « Vous vous enrhumez, je le crains, » dit monsieur Virgile. « Vous n'êtes pas accoutumé à nos soirées fraîches. »« Deline !» Il éleva la voix. « Deline, êtes-vous là-haut? C'est pour vous dire que je suis rentrée et que vous apporte des échantillons. »« Merci, monsieur, je les verrai demain, » répondit-elle en s'approchant de la croisée et en jetant un coup d'œil furtif à ces deux ombres qui ressemblaient à deux amoureux sous un balcon. Depuis un quart d'heure, je me demande ce qu'il y a de changé dans votre figure, Deline, dit monsieur Virgile le lendemain à déjeuner. Deline rougit. Qu'est-ce que ça peut bien être? Fit-elle. Elle le savait parfaitement, car elle venait de passer 10 minutes devant son miroir, à mettre d'une façon coquette son bonnet rond, et à nouer par derrière les barbes blanches que depuis tant d'années elle avait coutume de croiser modestement sous le menton. Vous avez l'air plus jeune. Il y a je ne sais quoi dans votre figure, poursuivit monsieur Virgile. À propos, si nous choisissions ensemble votre robe neuve, monsieur Hector nous donnera son avis. Il doit être au courant de la mode. Hector se montra en effet très bon conseiller, mais les remarques obligeantes qu'il fit sur le teint de Deline, sur ses cheveux, sur son type, la plongèrent dans un abîme de confusion. Elle avait ignoré jusqu'ici qu'elle eût un type, et ne savait trop s'il fallait s'en réjouir ou s'en alarmer. En même temps, Hector la regardait d'une façon si marquée, il avait l'air si drôle en approchant de sa joue rougissante chaque petit carré d'étoffe, pour voir si la nuance lui siérait,
qu'elle ne savait où se mettre. Elle éprouvait un malaise qui n'était pas sans charme. Il lui semblait que son devoir était de s'enfuir, mais elle n'en avait nulle envie. « Eh bien, dit enfin M. Virgile, qui trouvait que les délibérations se prolongeaient un peu trop. Est-ce le gris ou est-ce le vert olive qui l'emporte ?» Il regarda Doline et vit alors qu'elle était très rouge, que ses cheveux étaient un peu ébouriffés et que son bonnet avait des envolements de ruches tout à fait juvéniles. « Je ne sais trop, » murmura-t-elle en levant les yeux vers Hector. « Il paraît que toutes les teintes me vont bien. »« Assurément, » dit Hector en essayant fort près de son oreille l'effet d'une dernière nuance et en effleurant ses bandeaux par la même occasion. « Pourtant, si vous voulez m'en croire, vous choisirez cette jolie mousseline de laine à bouquet bleu foncé. »« Elle vous plaît ?»« Beaucoup. »« Dans ce cas, je la prends. » fit Doline avec un petit rire heureux. « Vous êtes sûr qu'elle m'ira ?»« Tout à fait sûr. Le bleu est le phare des blondes. » Il débita cet axiome d'un air élégant et vainqueur, l'air d'un homme au courant de tout ce qui concerne les blondes et le phare. Doline fut vivement impressionnée, mais comme elle tournait la tête, elle rencontra le regard de M. Virgile, étonné et presque inquiet. Elle se leva précipitamment, rassembla en un tour de main les étoffes éparpillées, en murmurant « Bon Dieu, que de temps perdu! Et moi qui ai tant à faire !» Dans le courant de cette journée et de la suivante, M. Virgile vit et entendit bien d'autres choses surprenantes. Il vit Hector, dans ses heures de loisir, éplucher innocemment des agrumes et casser du sucre, grimper jusque sur le toit pour voir si la chatte qu'on cherchait partout ne s'y trouvait point cachée, cueillir de petits bouquets de pervenches et les déposer sur la fenêtre de la cuisine. Il l'entendit, le soir, chanter d'une voix de baryton assez agréable des fragments d'airs d'opéra. « Ô Richard, ô mon roi !» ou bien l'air de Martha. « Depuis le jour, rayonnant d'amour, où tu vins à mes yeux entr'ouvrir les cieux. » Si ce n'était pas là une cour en règle et un grand orchestre, cela y ressemblait à s'y méprendre. Cependant, M. Virgile doutait. Il n'en voulait croire ni ses yeux ni ses oreilles. Il vit Hector tenir des écheveaux de coton. Il l'entendit raconter à Doline ses souvenirs d'enfance et combien, dans cette période naïve, il aimait les tartines de beurre. Il surprit Doline tout en pleurs dans l'escalier. Quand il lui demanda avec alarme la cause de ce chagrin, elle lui répondit, la figure enfouie dans un linge à vaisselle. « Je ne sais pas, je ne sais pas. Pour l'amour du ciel, laissez-moi tranquille. » Et M. Virgile doutait encore. Cependant, le soir de ce même jour, il entendit un bout de dialogue qui, bon gré mal gré, l'éclaira. Il revenait assez tard de sa course habituelle. En approchant de la maison, il vit qu'une lampe était allumée dans la cuisine et que deux têtes se penchaient au-dessus de la table, tout près l'une de l'autre. Il s'avança vers la fenêtre qui était entr'ouverte et regarda. « Vilain métier que je fais là, » pensa-t-il, « mais il faut pourtant que je sache à quoi m'en tenir. » Une photographie était placée sur la table. Doline la contemplait attentivement, la tête un peu penchée de côté. Puis elle la prit, l'approcha de la lampe. « C'est une belle personne, » dit-elle d'un ton pénétré. « Pas mal, oui, pour une brune. »« Est-ce que vous aimez mieux les blondes ?» fit-elle avec hésitation. « Ah, mademoiselle Doline, pouvez-vous me faire une semblable question ? Les blondes sont... Je les porte sur mon cœur. »« Toutes ?» dit-elle avec une candeur parfaite. Monsieur Virgile, derrière la fenêtre, était atterré. « À son âge, pensait-il,
à son âge. Impossible de dire dans ce cas « mieux vaut tard que jamais ». Hector venait de prendre à son tour la photographie. Cette belle personne a eu pour moi, comme je vous l'ai dit, des sentiments qui ne laissaient rien à désirer. Mais, sous le rapport de l'expérience, de l'âge, je n'aime pas, moi, qu'on soit trop jeune, trop fruit vert. Vous voyez quelle confiance vous m'inspirez, mademoiselle Deline. Je vous raconte ma vie, là, avec un abandon. Pensez-vous que M. Virgile verrait des inconvénients à ce que je boive un verre ou deux de son excellente bière? Pas le moindre, répondit M. Virgile en se dressant dans l'embrasure de la fenêtre. Deline poussa un léger cri de surprise. Hector ne perdit rien de son bel aplomb. Il tira de sa poche un portefeuille dans lequel il plaça la photographie en disant « J'étais en veine de vieilles histoires, monsieur Robert. J'ai fait à mademoiselle Deline, qui a une patience rare, l'histoire de toute ma parenté, dont l'origine se perd dans la nuit des temps à partir de mon grand-père. »« Monsieur Hector, » dit son patron, toujours debout dans le cadre de la fenêtre, « venez donc fumer un cigare avec moi sur le banc du jardin. La soirée est très belle. »« Volontiers, » répondit Hector, qui pensait « J'allais enlever l'affaire, mais ce n'est que partie remise. » Il sortit en fredonnant et rejoignit M. Virgile, qui lui tendit aussitôt son étui à cigare. « Merci, » dit Hector. « Fumons le calumet de paix. » Il prononça ces derniers mots avec un accent légèrement interrogateur. Mais M. Virgile resta silencieux. La nuit était si calme qu'on entendait venir du hameau le bruit régulier d'un battant de pompe et de l'eau tombant par jets saccadés dans un bassin. Les arbres, tout noirs, avaient l'air grave. 2 ou 3 étoiles luisaient faiblement dans le grand ciel pâle. « Nous sommes de drôles de gens, nous autres montagnons, » dit enfin M. Virgile. « Nous prenons tout au grand sérieux. Voulez-vous m'écouter quelques minutes ? » « Je suis prêt à tout, même à être sérieux sans raison, » répondit Hector de son ton dégagé. Mais M. Virgile retombait dans ses hésitations. « Si pourtant je me trompais, si je lui faisais tort, » pensait-il. Il poursuivit avec un léger embarras. « Deline est une excellente fille, mais elle n'a pas vu le monde. » Bon M. Virgile, qu'il avait si peu vu lui-même, et dont la diplomatie bien intentionnée était déjà percée à jour par Hector. « Je la connais, » reprit-il. « Elle est à mon service depuis 25 ans. Et ma femme, qui déchiffrait vite les caractères, me disait parfois « Deline se laissera duper si l'on y prend garde. Elle accepte tout comme bon argent. »« Monsieur, » interrompit Hector, qui vit aussitôt l'avantage de sa position, « vos paroles, si j'essayais de les comprendre, auraient, je le crains, un sens offensant. Parlons sans détour. Me croyez-vous l'intention de duper mademoiselle Deline ?» Il ne put s'empêcher de sourire, tant l'idée lui parut drôle. Une innocence de 45 ans. « Non, » répondit gravement M. Virgile. « J'ai toujours fait mon possible pour ne croire aux mauvaises intentions que sur des preuves évidentes. Et encore, on se trompe si aisément. Ce que je crains, c'est que vos attentions marquées, votre obligeance, vos qualités aimables, enfin, n'induisent Deline en erreur sur vos sentiments à son égard. Tout cela est pénible à dire, » poursuivit M. Virgile avec effort, en jetant loin de lui son cigare qui persistait à s'éteindre. « Je vous fais sans doute injure à tous deux. Deline a bon sens, et vous seriez vous-même trop... »« Ah, n'en répondez pas, » interrompit Hector. « Mademoiselle Deline a bien pour moi des charmes. Quand elle le voudra, je l'épouserai. » M. Virgile resta quelques minutes sans parler. Enfin, il reprit. « Il y a une grande différence d'âge. Par le caractère, mademoiselle Deline est plus jeune que moi. Et vous l'aimez ? » « Je l'estime. C'est un sentiment qui fait meilleur usage. »
Mais nous ne savons rien de vous, de vos antécédents, s'écria M. Virgile. Ah, vous entrez ici dans un autre ordre d'idées. Que vous dirais-je de moi-même? Mademoiselle Doline me trouve bien. Et il se mit à rire, tandis que M. Virgile, le front baissé, arpentait l'allée à grands pas. M. Virgile, malgré sa douceur, savait montrer une fermeté étonnante quand l'intérêt des autres l'exigeait. Il s'approcha de nouveau de M. Hector et lui mit une main sur l'épaule. « J'ai à cœur le bien de Doline, dit-il. Elle a soigné ma femme avec dévouement. Je lui dois beaucoup. Je n'avais jamais supposé qu'elle se marierait, mais si elle le désire, je ne m'y opposerai en aucune façon. Seulement, je vous crois trop peu de sérieux et de solidité pour faire un bon mari. »« Par exemple, dit Hector, voilà qui n'est pas aimable. » M. Virgile ne s'arrêta pas à l'écouter. « J'avertirai Doline, poursuivit-il, et cela immédiatement. Je l'engagerai vivement à bien réfléchir. Et vous lui direz de moi tout le mal imaginable. Vous feriez mieux de me mettre tout simplement à la porte, dit Hector Pointu, sortant de son flegme en parlant d'un ton irrité. Non, je ne vous mettrai pas à la porte, répondit tranquillement M. Virgile. Ce serait aller contre mon but, qui est de laisser à Doline le loisir de décider en pleine connaissance de cause. Ainsi donc, c'est le calumet de guerre que nous venons de fumer, reprit Hector d'un ton plus calme. Votre influence contre la mienne? Parfaitement. Je vous laisse la première manche. Et il s'éloigna. Il rentra dans la cuisine, prit sa lampe et monta chez lui, après avoir souhaité brièvement le bonsoir à Doline. Celle-ci le suivit d'un regard étonné. « Qu'est-ce qu'il a donc ?» demanda-t-elle à M. Virgile, qui, en cet instant, ouvrait la porte. « Il est mécontent, et j'en suis la cause, » répondit-il. « J'ai à causer avec vous, Doline. » Il vint s'asseoir en face d'elle. Sur la table qui les séparait brillait toute l'argenterie du ménage, une douzaine de petites cuillères que Doline était occupée à polir. Elle posa devant elle le morceau de peau de daim dont elle se servait, et, les mains croisées, regarda M. Virgile. « Doline, commença-t-il, c'est par intérêt pour vous que je vais vous faire une question indiscrète. Hector Pointu vous a-t-il demandé en mariage ? » « Pas encore, répondit-elle. « Vous supposez donc qu'il en a l'intention. Mais ça en a tout l'air, dit-elle simplement. Ça en a tout l'air. Ne dirait-on pas que cela lui est arrivé 50 fois, pensait M. Virgile tout renversé. Et l'accepterez-vous, Doline ? Ici, elle pencha la tête. C'est ce que je me demande du matin au soir, murmura-t-elle. Bon, pensa M. Virgile avec un vif soulagement. Le cœur n'est pas entamé. Prenez votre temps, Doline. Réfléchissez bien. La chose en vaut la peine. Mais mon préavis est défavorable, je ne vous le cache pas. Hector Pointu, à moins qu'il ne change, ce qu'on doit toujours espérer, ne fera pas un bon mari. Je le jugerais moins sévèrement s'il ne s'agissait de vous et de votre bonheur, Doline. Là-dessus, il la quitta, sentant une responsabilité bien lourde peser sur lui. Le lendemain, Hector Pointu avait changé ses batteries. Une grande réserve, une dignité tempérée de mélancolie, remplaçait l'enjouement de ses manières. Il semblait ignorer Doline. Jamais jeune novice, jamais élève de séminaire, ne mit plus d'ostentation à éviter les regards féminins. Il travailla tout le jour avec une assiduité méritoire, parlant fort peu, puis il s'en alla fumer tout seul au jardin quand il eut fini sa tâche.
Doline n'y comprenait rien. Elle n'osait lui adresser la parole, voyant son air ténébreux. Ses attentions lui manquaient. Elle versa même une larme dans l'essaye qu'il avait rempli chaque soir depuis son arrivée. Le petit bouquet de pervenches qu'il lui avait cueilli la veille était flétri, mais elle n'eut pas le cœur de le jeter et l'emporta dans sa chambre en se cachant de monsieur Virgile. Le surlendemain, ce fut pire encore. On ne prononça pas 4 syllabes dans la maison. Hector adressait à Doline des regards chargés de reproches. « Moi qui ne comprends pas même ce qui se passe, il me regarde comme si j'étais la cause de tout, » pensait Doline désolée. Ce soir-là, elle pleura en se mettant au lit, ce qui ne lui était pas arrivé depuis la mort de madame Virgile. Le lendemain, elle était abattue et d'une tristesse calme. Elle ne pleura qu'un peu en faisant son déjeuner, et à midi, quand elle s'aperçut qu'Hector persévérait dans son étrange conduite. « La maison a été si gaie pendant quelques jours, » soupirait-elle. « Maintenant, c'est pis qu'un corbillard. » Le soir, elle versa de nouveau quelques larmes. Le lendemain, elle ne fit que cela. Les bondes intarissables étaient ouvertes, et Doline n'avait plus la force de les fermer. Un chagrin auquel elle ne comprenait rien elle-même la déprimait. Elle faisait de vagues souhaits. Elle détestait la vie. 8 jours se passèrent ainsi. Hector Pointu, pour des raisons particulières, lui gardait rigueur. Sans doute il attendait le moment où, fondue dans les larmes, Doline n'aurait plus un atome de volonté. Et elle pleurait, pleurait. Elle ne savait plus au juste pourquoi, sinon que cette vie ne pouvait plus durer ainsi et qu'il fallait absolument y changer quelque chose. Elle faisait son ouvrage, néanmoins, mais M. Virgile, par effet d'imagination, trouvait à tout ce qu'il mangeait un goût de larmes. Hector faisait ses 4 repas en silence et d'excellent appétit. Il était très gai intérieurement, tandis que M. Virgile menait l'existence la plus torturée. Sa conscience, délicate à l'excès, ne cessait de lui faire des reproches. C'était lui qui avait introduit à son foyer ce brandon de discorde. C'était lui qui avait ouvert cette source de larmes. Que ne s'était-il montré prudent? Et puis, son intervention dans des affaires de cœur très compliquées avait été malheureuse, produisant un effet auquel il ne s'était nullement attendu. Pourquoi Doline pleurait-elle depuis une quinzaine de jours, semant la tristesse et l'humidité dans toute la maison? Elle qui paraissait si sûre de son fait. Avec son « pas encore », que n'attendait-elle tranquillement une solution quelconque? Mais le cœur de la femme est un mystère. Et Doline pleurait toujours. « Doline, vous me rendrez malade, » dit M. Virgile au désespoir, un matin, après l'avoir entendu sangloter dans sa chambre bien avant l'aurore. « Si ma femme était ici, elle vous commanderait de cesser de pleurer. » « Je ne puis plus m'en empêcher, » gémit-elle en portant son tablier à ses yeux. « Je crois que j'ai un ressort cassé quelque part. Mais dites-moi au moins pourquoi vous pleurez. Ce n'est pas pour Victor Pointu. Vous avez trop de bon sens, trop de fierté. Non, ce n'est pas pour lui particulièrement. Mais pour qui donc? Ou pourquoi? Confiez-moi cela, Doline. Sortons un peu, l'air vous rafraîchira. » Il était 6 heures du matin. La rosée sentait bon.
Mais M. Virgile n'aimait plus la rosée. Elle ressemblait trop à des larmes. Le merisier allait fleurir. Ils s'assirent sous ses branches qui retombaient pour cacher aux oiseaux compatissants le déplorable état de Doline. « Voyons maintenant, parlez, » dit M. Virgile en lui prenant la main. « Je n'ai rien à dire. Je suis très malheureuse. Il faut que je pleure. » Et elle joignit aussitôt l'action à la parole. « Jamais je n'y avais pensé auparavant, » dit-elle tout à coup en découvrant son visage gonflé pour regarder M. Virgile en face. « Je le crois, Doline, » fit-il pour l'apaiser, mais en se demandant à quoi elle pouvait bien faire allusion. « Jamais, jamais, » répéta-t-elle avec une recrudescence d'énergie. « Pas même quand le colporteur m'a donné ce petit couteau. »« Doline, ma fille, vous déraisonnez, » s'écria M. Virgile. « Et c'est sa faute à lui. C'est lui qui m'y a fait penser le premier soir. Je n'ai plus été la même. Les affaires du ménage ne m'intéressaient plus comme auparavant. Et je me suis dit que j'ai manqué ma vie, et que si c'était à recommencer... » M. Virgile se leva. L'air lui semblait tantôt froid et tantôt chaud. Il fit un tour d'allée, puis il revint à Doline. « Si Hector Pointu vous demandait en cette minute, vous l'accepteriez donc ?»« Je crois qu'oui, » répondit-elle à voix basse. « Voulez-vous que j'aille le chercher ?»« Non, non, » s'écria-t-elle en se levant brusquement. « N'y allez pas. Ce serait mon malheur. Il m'a fait trop pleurer. C'est un mauvais signe. »« Dans ce cas, Doline, » reprit M. Virgile en appelant à son secours toute sa logique et sa fermeté, « j'espère que vous vous montrerez raisonnable et que vous ne penserez plus à lui, ni à rien de ce qui vous fait pleurer. Vous prendrez un tonique qui vous rendra l'appétit et vous remettra le système nerveux en bon état. » Pour toute réponse, Doline cacha sa figure sur ses genoux et se remit à sangloter. « C'est que, » fit-elle d'une voix entrecoupée, « j'aurais tant voulu m'appeler madame. » Pour la seconde fois, M. Virgile se leva et fit un tour d'allée. Quand il revint, il était pâle. « Eh bien, Doline, » dit-il en se penchant vers elle, « cela vous ferait-il plaisir de vous appeler madame Robert ?» D'un bond, elle fut debout, s'essuyant les yeux. « C'est trop beau pour être vrai !» s'écria-t-elle. Et tandis qu'elle s'essuyait les yeux, M. Virgile s'épongeait le front. Quand il apprit la nouvelle de la bouche de son patron, Hector Pointu eut un haussement d'épaules. « Je m'en doutais, » dit-il. « Mes félicitations. Et pardonnez-moi d'avoir marché sur vos brisées. Vous auriez dû m'avertir. » 8 jours plus tard, il cherchait dans le vaste monde une autre personne douée des vertus qui aboutissent à la caisse d'épargne. On assure qu'il la rencontra. Les félicitations et les visites d'usage arrivaient à la Pommière. Jean-Émile Perret, un proche voisin et un brave homme, vint des premiers et serra la main de M. Virgile en hochant la tête. « C'est égal, je l'aurais jamais cru, » fit-il avec mélancolie. « Que voulez-vous » répondit M. Virgile de son ton plein de grave débonnérité. Doline s'était mis dans l'esprit de s'appeler madame. Il fallait bien lui en passer l'envie.